Ah, Max Odette me fait signe que je peux commencer. Donc, bienvenue tout le monde ce soir. Ça fait du bien de voir des visages. Il y a des visages, ça faisait longtemps d'ailleurs que moi, je n'avais pas vu. Puis ça va être la même chose, j'imagine, pour plusieurs d'entre vous. Donc, je me présente, Yann Charbonneau, président du CPA. Pour ceux et celles pour qui mon visage ne dit pas grand-chose, pour les autres, ben, je suis content de vous voir aussi. Fait que ce soir, on a une présentation de la part de deux conférenciers, deux hommes qui ont une très grande place dans l'arbitrage du basketball au Québec, soit Gilles Brière et Pierre Marion. Euh, Deux sommités, il y en a qui diraient des légendes, il y en a d'autres qui vont dire deux avec un passé assez incroyable. Et on croyait, en tout cas le CPA a pensé que c'était une bonne idée de faire en sorte de réunir tout ça ensemble, puis d'avoir une belle conférence sur l'histoire du CPA, de ses tout débuts jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui, pour qu'on puisse comprendre pourquoi en est rendu là aujourd'hui, puis pourquoi on fonctionne de cette façon-là. J'imagine que tout le monde connaît très bien Gilles et Pierre, deux anciens officiels qui ont connu leurs heures de gloire avec des championnats, des Olympiques qui sont en charge, qui ont des gros chapeaux. Il y en a qui ont été impliqués aussi au niveau de CIBOC, etc. Gilles qui est aussi impliqué grandement en chaise. Pierre qui est le responsable de toute la supervision universitaire au Québec. Donc, c'est des hommes qui ont des très grands chapeaux et qui ont une connaissance et un historique du basketball au Québec qui dépasse probablement tous nous autres mis ensemble. Fait que c'est sur ça que ce soir, on va vous laisser au bon soin de ces deux messieurs. Ce qu'on va vous demander, par contre, pour le bon déroulement de la séance de ce soir, et aussi parce que là, je vois qu'on est rendu plus de 50 personnes connectées, fait que c'est assez génial. C'est sûr qu'on va vous demander éteindre vos micros, s'ils ne sont pas déjà faits, et de deux aussi, de fermer vos caméras pour aider au flux d'informations et de données qui passent, parce que si tantôt on veut essayer de présenter des vidéos, ça se pourrait que les vidéos se mettent à laguer et tout, fait qu'on va essayer d'aider la plateforme en essayant de diminuer le flux de vidéos qui est présenté. Ensuite de ça, pour tout ce qui est questionnement, si c'est le cas, que vous avez des questions, vous voulez ajouter des commentaires et autres, puis je sais que quand on réunit des personnes qui ont beaucoup d'expérience, les commentaires et les histoires peuvent partir dans tous les sens. Donc, ce qu'on va vous demander, il y a la section chat ou discussion que vous pouvez écrire vos questions. Alexandre Lisotte, qui est le responsable des communications au CPA, se fera le plaisir de soit prendre en note les infos ou tout simplement coupera Pierre et Gilles pour transmettre les questions ou vous donner un droit de parole. Et ensuite de ça, je sais qu'à la fin, les boys ont prévu un temps de questions. Donc, il y aura aussi à ce moment-là des échanges. À travers la présentation, ne soyez pas surpris, parfois, je vais passer d'un PowerPoint qui est dans le fond, qui met les grandes lignes de la rencontre de ce soir, à une présentation de photos que les messieurs ont sorties du passé. Peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront à travers les différentes photos. Et si le système le veut bien, on essaiera aussi de vous diffuser quelques petites vidéos. Si ça ne fonctionne pas, soyez sans crainte, on va essayer de mettre tout ça sur le Facebook du CPA pour que vous puissiez aussi y avoir accès. Max Odette, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? C'est bon? Good. Fait que je vous souhaite une excellente soirée tout le monde en compagnie de Gilles et Pierre. Messieurs, la parole est à vous. Ah, merci Yann. Avant de laisser la parole à Gilles pour qu'il regarde pour les 50 prochaines minutes, je veux juste vous parler un peu de ce qu'on a préparé. En fait, ce n'est pas une conférence qu'on veut donner sur l'histoire du CPA parce que ça serait un peu prétentieux de penser qu'on peut faire l'histoire de ça. Ça manquerait peut-être un peu de rigueur. Mais Gilles et moi, on s'est assis et on a commencé à regarder quels sont les points les plus importants qu'on voulait partager avec vous autres. En fait, c'est comme si on revenait d'un match de basket où il y a eu plusieurs matchs qui sont joués dans la même ville, puis on décide de se rejoindre tout le monde au même restaurant comme on faisait souvent. Puis on parle d'arbitrage, puis on parle de basket pendant les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures qui suivent.
Alors, c'est un peu à ça, à quoi on vous convie. On va sûrement oublier des noms, sûrement des gens qui auraient dû être nommés parmi les commentaires qu'on va faire. On s'en excuse d'avance. Et on va essayer d'être le plus précis possible. Et de toute façon, on avait un objectif initial, c'était de dire, bien, plusieurs jeunes officiels, des officiels qui ont peut-être 10 ans d'expérience et moins, puis qui n'ont pas vraiment idée du parcours du CPA, d'où on vient, c'était quoi la structure de l'arbitrage avant le CPA, qu'est-ce qui a fait que le CPA est apparu un jour, qui a été créé, etc. Donc, toute l'histoire de ça, donc d'informer ces gens-là. Mais là, je m'aperçois qu'avec plusieurs personnes qui sont connectées, que pour plusieurs d'entre vous, ça va de se remémorer des souvenirs plus que d'apprendre quelque chose parce que vous avez vécu ces périodes-là aussi en même temps que nous autres. Alors, c'est un peu ce à quoi on vous convie. D'entrée de jeu, Gilles et moi, on voulait juste, pour briser la glace, vous présenter de quelle façon, chacun de notre tour, on est arrivé à l'arbitrage. Fait que Gilles, je vais te laisser commencer sur ton histoire. Comment tu es arrivé à l'arbitrage du basketball? Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai commencé, j'avais 16 ans, à faire de l'intramural sur l'heure du midi au Collège des Eudisques, qui s'appelle maintenant Collège de Jean Eudes. J'étais toujours sur un réserviste pour l'équipe de juvéniles en basket, donc jouer sur le banc, ça m'intéressait plus ou moins. Donc, l'année suivante, j'ai commencé à arbitrer pour le frère Raoul, qui était à Honoré-Mercier, qui avait un groupe d'arbitres francophones, et puis il m'avait recruté, puis j'avais commencé à arbitrer pour lui. À ce moment-là, le président de cette organisation-là était Bob Deschenaux. Par la suite, après 2 ou 3 ans, Bob Deschenaux l'association s'est joint au Board 106, 106 au Board 106. Ça a été parfait pour moi parce que j'ai eu beaucoup de matchs, j'étais disponible. Donc, ça m'a donné, j'ai monté les échelons assez rapidement. J'ai eu mon grade A. Ça a pris 12 ans pareil. Ça a pris du temps, j'ai trouvé dans le temps parce que il me semble que j'étais bon. Puis je me disais, tabarnouche, j'ai de la misère, j'étais un petit francophone parmi bien les Anglais. Une chance que je parlais anglais, là, mais ça m'a aidé à monter les échelons. Par la suite, ça a été très vite. J'ai obtenu ma licence FIBA en 88. J'ai eu l'officiel de l'année parmi les 54 fédérations du Québec. C'était un honneur que j'ai adoré, aimé. J'ai fait 7 tournois internationaux. J'ai reçu le Winkwillox, le Tetherly de Kébo, les 2 grands honneurs de basketball, des arbitres de basket au Canada. Enfin, on m'a décerné, la comité provinciale m'a décerné une plaque au nom d'un prix Gilles Brière. Ça, j'étais très fier de cet honneur-là. Puis, il y a eu 2 récipiendaires depuis ce temps-là, Paul Deshaies et Big John McDonough, qui ont été récipiendaires. Le prochain, who knows? C'est tout pour le moment. Pierre. Ben moi, j'ai commencé un peu de la même façon, c'est-à-dire que j'étais un peu plus jeune que toi quand j'ai commencé, j'avais 15 ans. Un gars qui s'appelait Jacques Cyr, qui a été par la suite président de Basketball Québec et également travaillé à temps plein comme permanent au niveau du sport scolaire, responsable des secteurs universitaires et collégiales à l'époque. Mais avant d'être dans ces fédérations-là, Jacques Cyr était directeur des sports au Collège de Joliette. Et le Collège de Joliette, le cégep de Joliette dans le temps, et le séminaire de Joliette était dans le même édifice, donc on occupait les mêmes locaux. Alors, pour l'intramural qui se jouait sur l'heure du midi, avec les élèves ou les joueurs de niveau collégial, Jacques Cyr m'accoste, puis il me demande si je ne serais pas intéressé d'arbitrer. Il voyait que je jouais au basket, je jouais au football, je jouais à plein de sports, mais il cherchait des arbitres, puis il m'a rencontré dans le corridor, puis il dit, comme ça, t'attends-tu d'arbitrer? Puis j'ai dit, je ne connais rien là-dedans, mais c'est pas grave, tu as juste à siffler quand tu as besoin de siffler, puis ils vont arrêter de jouer, puis tu m'appelles en jeu, puis tu as une idée comment ça se passe, ça devrait bien aller. Puis il dit, en plus, ça va être intéressant parce que ça va donner 2 pièces par match. Fait que les premiers matchs que j'ai arbitrés, c'était voici un sifflet, le terrain est là, et c'était la fin de la formation. Alors, on se lance là-dedans, et puis 2 $ par match, je trouvais que c'était intéressant parce que 5 jours dans la semaine, ça te faisait 10 pièces dans tes poches. Puis à ce temps-là, on parle de 1973, c'était quand même une émulation qui était intéressante. Ça payait quelques petites dépenses. Et j'ai pris goût dès ce moment-là à arbitrer. Et tout de suite, je me suis informé qu'est-ce qu'il fallait faire pour aller un peu plus loin. Et à l'époque, John McDonough, qui était probablement dans son prime à cette époque-là, avait donné une clinique d'arbitrage au Collège de l'Assomption, qui n'était pas très loin du Collège de Joliette.
sur l'arbitrage et je m'étais présenté là. Puis c'est à partir de cette clinique-là que la piqûre m'a pris et par la suite, bien, j'ai décidé de continuer et d'aller chercher de la formation. Et à ce moment-là, j'ai eu un contact avec un monsieur qui s'appelait Gilles Brière, puis qui me disait, bien, la seule façon de faire, c'est qu'il faut joindre un board d'arbitre. Et c'était le board de IABO de Montréal, le 106. Et je me souviens très bien, en 1974, où je me suis présenté à ce qu'on appelle les Bull Sessions dans ce temps-là. Et je me souviens encore de l'adresse. C'était le 6000 Fielding Street à Montréal. C'est un high school où se donnaient les Bull Sessions à ce temps-là à l'IABO. Et quand je suis rentré dans la salle, et mes amis anglophones d'aujourd'hui s'en souviendront, quand je suis rentré dans cette salle-là, il y avait peut-être une centaine de personnes qui étaient tous des arbitres de basketball. Et il y en avait un autre qui parlait français, et c'était Gilles Brière. Donc, on tombait dans un monde complètement anglophone. Et contrairement à Gilles, moi, mon anglais à Joliette n'avait pas été très développé. Alors, j'ai travaillé très dur pour être capable de comprendre ce qui se disait, puis les règlements qui étaient tout en anglais, etc. Donc, c'est un peu de cette façon-là que je suis arrivé à l'arbitrage et que par la suite, bien, je suis devenu, comme plusieurs d'entre vous, un passionné de ça et qu'on a continué à aller de l'avant. Avant de passer la parole à Gilles, j'aimerais juste expliquer à ceux qui n'ont pas vécu cette époque-là, qu'est-ce que c'était la structure de l'arbitrage avant le CPA? De quelle façon c'était organisé, de quelle façon c'était structuré? C'est un petit peu différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Premier constat, c'est que le basket à cette époque-là, et encore aujourd'hui, mais était très, très, très influencé par tout ce qui se passait aux États-Unis. Donc, le basketball était américain, ni plus ni moins. C'était l'ère des Bob Comeau. Bob Comeau, entre autres, c'est le gars qui était permanent à la Fédération de basketball dans ce temps-là. Et c'est un commentateur des matchs de basketball aux Olympiques, aux Championnats du monde, à tous ces grands événements-là où il y avait besoin d'un commentateur à Radio-Canada, entre autres, pour les matchs télévisés. Et c'est l'inventeur du fameux et du centre-ville. Donc, c'est Bob Comeau qui a parti de ce thème-là. Et c'était l'époque des Louis McNulty de ce monde, Bob Comeau, etc. Donc, l'arbitrage existait, évidemment. Il y avait, dans la province de Québec, 4 boards. Ce qu'on appelait les boards IABO. IABO, c'est IAABO, qui stand for International Association of Approved Basketball Officials. Et comme les Américains, là, quand ils gagnent n'importe quelle ligue, ils sont les champions du monde. Donc, quand ils ont créé l'association IABO, c'était également International. Mais International, c'était vraiment ça. C'était un peu partout dans le monde. Et ces boards-là ou ces associations-là, il y en avait 4 au Québec. Il y en avait un à Montréal qui était le board 106. Là, il y a des gens qui vont pouvoir m'aider sur les numéros des autres. Il y avait un board à Sherbrooke. Il y avait ensuite un autre board qui était à Québec et le 4e qui était à Trois-Rivières. Donc, c'était les 4 boards. 106B. Ah, 106B, voici. Et Sherbrooke 270. Je savais qu'il y avait de la mémoire dans la salle. Donc, il y avait ces 4 boards-là qui étaient quand même assez indépendants les uns des autres. Il n'y avait pas beaucoup de liens entre ces différentes associations-là, autres que les officiels qui étaient sélectionnés pour faire des matchs à partir de niveau universitaire pas mal à cette époque-là. Donc, à Montréal, il y avait des noms très connus, des Arias, John Elias, John McDonough, Tony Payne, Bill Darling, des Dick Carlotti de ce monde, etc. Donc, c'est tous des gens qui étaient présents déjà à cette époque-là. Et quand moi, je suis arrivé, le président, c'était Bill Darling. Et dans le board de Sherbrooke, il y avait les Paul Dehaye, Jim Gervais et autres dont je ne me souviens pas tout à fait, mais c'était les gens qui étaient en charge pas mal de ces associations-là à l'époque. Québec, c'était Paul Vizina et Georges Turgeon, notamment, qui étaient très connus. Et à Trois-Rivières, il y avait les Jean-Marc Paradis, John Fréchette, Henri Landry, etc. Donc, c'était la façon de fonctionner des boards IABO indépendants et tout le matériel didactique, les livres de règlement, les livres de cas, tout matériel didactique qui existait à l'époque, et c'était loin d'être au niveau où on est aujourd'hui, était tout en anglais, d'une part, et d'autre part, c'était tout du matériel qui venait des Américains. On jouait les règles NCAA, on jouait les règles, exactement les mêmes règles NCAA au Québec que ce qui se faisait aux États-Unis, et l'avènement de FIBA, on va en parler tantôt, est venu beaucoup plus tard par la suite. Mais tout le matériel était uniquement du matériel américain. Et je me souviens, moi, des cliniques qu'on avait, parce que quand j'ai commencé, ensuite, quand j'ai fini le collégial, je suis allé à Trois-Rivières à l'université, donc à l'UQTR, et j'ai commencé à arbitrer avec le board IABO là-bas. Et je me souviens des cliniques, là, tu rentrais dans la salle, tu amenais ton livre de règlement puis ton livre de cas,
et il y avait quelqu'un qui était assis en avant, puis qui prenait le livre en même temps que toi, puis qui disait la question 1, puis on lisait tout le monde la question 1, puis on essayait de trouver la bonne réponse. On s'obstinait pendant une vingtaine de minutes pour savoir qui avait la bonne réponse. Et puis, quand c'était fini, on passait à la question 2, puis on passait une couple d'heures comme ça, aller les questions une après l'autre. C'était aussi élaboré que ça, les cliniques, dans ce temps-là. Puis après ça, on te donnait un sifflet, tu achetais ton chandail, puis on t'assignait. Un mot, une anecdote, par exemple, sur les assignations. Il faut se rapporter, là, on parle d'il y a 40, 45 ans en arrière. Là. L'assignataire, dans ce temps-là, il travaillait fort. Parce que, premièrement, tout était manuel, évidemment. On ne parle pas d'Internet, on ne parle pas d'informatique, on ne parle pas de computer. On parle de papier, de crayon, d'enveloppe, de timbre. Donc, l'assignataire, il prenait la liste des matchs papier, il assignait son monde là-dessus. Ensuite, il prenait une feuille, il mettait les matchs à chacun des individus, il remplissait tout ça à la main, il prenait ça, mettait ça dans une enveloppe, mettait ça à la poste, puis envoyait ça à chacun des individus. Alors, le job d'assignataire, c'était un job quasiment à temps plein qui demandait énormément de temps, énormément de ressources. Et évidemment, beaucoup de changements. Puis quand il y a des changements, c'est quelqu'un qui t'appelait et qui disait qu'il ne pouvait pas. Fait qu'il fallait t'en trouver un autre. Puis c'était uniquement le téléphone. Donc, quand on compare ce qui se faisait à l'époque et par rapport au système qu'on a maintenant, Arbiter, pour être capable d'assigner, c'est le jour et la nuit, mais c'était vraiment quelque chose de très prenant. Fait que c'était un peu la structure qu'on avait à cette époque-là. Donc, 4 boards IABO, qui étaient, comme je disais tantôt, assez indépendants les uns des autres, du matériel américain, les règlements NCAA, et on ne parlait même pas de FIBA à ce moment-là. On savait que ça existait, mais ce n'était pas les règlements qui étaient joués au Canada, ce n'était pas les règlements qui étaient joués au Québec, dans aucun niveau, pas plus universitaire que collégial ou sport scolaire, etc. C'était vraiment au niveau américain. Donc, c'est un peu la structure qu'on avait à cette époque-là. Et pour la suite, je vais laisser maintenant Gilles vous parler de la création du CPA. Qu'est-ce qui a amené la création du CPA et comment on est passé d'une structure à 4 boards IABO à travers la province pour ensuite intégrer le tout à l'intérieur d'une commission provinciale d'arbitrage et comment elle a été créée. Gilles? Bon, la Fédération de basket du Québec, FBBQ, décide d'avoir une structure provinciale pour l'arbitrage au Québec et confie un mandat à Pierre Lambert. C'est lui qui est le premier qui a commencé à structurer l'arbitrage au Québec. Donc, en septembre 1977, il forme la cellule provinciale d'arbitrage qui est composée de 18 régions administratives du Québec. Seul IABO ne veut pas s'intégrer et se diviser en régions, telles que Concordia, Lac-Saint-Louis, Bourassa, Rive-Sud. IABO ne veut rien savoir de ça. Ils veulent rester un board. L'exécutif est composé à ce moment-là de Pierre Lambert, qui est président, moi-même, qui est secrétaire trésorier, puis John McDonough, qui est superviseur, puis Arias, qui est interprète. Ça, c'était la structure au tout début. En mars 1978, il y a une rencontre des présidents des régions à Montréal. Les gros points à discuter, c'était les contrats. Donc, IABO avait déjà signé une entente avec la SUC pour l'année 78-79 sans avoir avisé la CPA et la FED. En revanche, la FAS, ça s'appelait la FAS, c'est les cégeps, Fédération des associations, je ne sais pas. Sport collégial du Québec. Sport collégial du Québec. Eux autres, ils voulaient signer un contrat avec la CPA et non avec l'IABO. Donc, un comité était formé de Pierre Lambert, John Fréchette, puis Olivier Dolbec. Je ne me souviens pas de lui, mais en tout cas, il était dans mes feuilles, pour négocier une entente qui devrait inclure l'exclusivité des services aux régions accréditées. Seulement 13 régions sont accréditées à ce moment-là. Le board 106 ne l'est pas. Donc, les autres boards, même Québec, puis Trois-Rivières et puis Sherbrooke, qui étaient accrédités comme les zones Mauricie, Estrie, et ainsi de suite. Le 6 mai 1978, l'Assemblée générale des régions, il y a une élection, c'est John Fréchette qui prend la place de Pierre Lambert, qui est élu président du CPA. Le 9 octobre, le CA du CPA, il ne faut pas oublier que le CA s'est formé des régions accréditées. Donc, ce n'était pas des individus, c'était les régions qui étaient accréditées, qui avaient droit de vote. Lors de l'Assemblée annuelle de la FED, celle-ci demande au président, donc Jean Fréchette, de présenter un rapport sur un nouveau règlement qui porte sur la défensive homme à homme, comme il a commencé dans ces années-là, le zone press aussi qui a commencé pour les catégories Benjamin, Cadet, et puis la règle de participation pour le niveau mini. Ça, la FED demande ça à la cellule provinciale d'étudier le règlement, puis trouver les sanctions, puis comment organiser ça.
Le 29 janvier 1979, ça c'est la grosse date à retenir, Jacques Cyr, président de la Fédé, accuse la réception des recommandations de Big John, qui est le superviseur du CPA, relativement à la nomination des officiels québécois en vue des différents championnats canadiens sanctionnés par Kébo. Voici la lettre de M. Cyr à John Fréchette, président du CPA. Considérant que le CPA n'a pas remis son rapport sur les nouveaux règlements que j'ai parlé plus haut, considérant le manque de communication entre la Fédé et le CPA est inexistant, exemple, ils n'ont pas donné leur priorité, pas de plan d'action, le budget n'avait pas été donné, le développement n'avait pas été remis, considérant que l'intégration d'IABO n'a pas encore été réalisée, parce qu'encore le Board 106 ne voulait pas être intégré, accrédité, considérant que des régions demandant des explications sur différents mandats donnés lors de l'Assemblée des régions et dont aucune suite ne leur a été donnée. Ça a fait sauter pas mal les considérants de la Fédé. Donc, le comité exécutif de la Fédé, dans la conjoncture actuelle, après avoir évalué la situation, ont unanimement décidé qu'aucun officiel du Québec ne pourra arbitrer lors des championnats canadiens. En espérant que cette décision finale et sans appel va sensibiliser les intéressés de l'importance qu'accorde notre fédération à la structuration et à la démocratisation de l'arbitrage, afin d'assurer un service compétent et à la portée de tous pour le plus grand bien du basketball québécois. Dixit Jacques Cyr. Cette lettre a été envoyée au président de région, de même que Tony Payne, Harry Huss, John McDonough, Paul Dehaye et John Elias. C'était les personnes qui devaient avoir, je pense, d'après la lettre, qui auraient dû avoir une assignation nationale cette année-là. Le 17 février, donc presque un mois plus tard, le CA du CPA, pour donner suite à la lettre de la Fédé, il est proposé que le CPA ne reconnaisse pas le droit de la Fédé de suspendre un des officiels accrédités par la CPA. Le seul officiel, je pense, qui était accrédité à ce moment-là, c'était Paul. Il est proposé que toute activité ou affiliation avec la Fédé soit suspendue et que d'ici le mois de mai 1979, des contacts aient lieu entre la Fédé pour régler les différends opposant les deux parties. En conséquence, nous mandatons John Fréchette, Georges Turgeon et Gilles Brière de rencontrer le Board 106 afin de finaliser une entente dans le but d'en arriver à une intégration de tous les officiels dans un même organisme. 21 mai, Assemblée générale du CPA. Démission de John Fréchette. Il y a eu une grosse année, ça n'a pas marché bien pour lui, puis il y avait beaucoup de critiques sur John. Donc, John a décidé de démissionner. À ce moment-là, Gilles Brière devient président, Guy Parizeau, vice-président, et Jocelyn Lemoine, secrétaire trésorier. Le 26 mai, réunion de l'exécutif du CPA. Là, on fait nos priorités pour l'année 79-80. Reconnaissance officielle, parce qu'on n'est pas reconnu encore, officielle de la CPA par la Fédé. Signature d'un protocole d'entente avec les cégeps. Intégration de tous les officiels dans le CPA. Puis mise en place des 3 dernières cellules régionales. Ces différentes priorités devront être ratifiées lors du CA qui se tiendra le 9 juin 1979. Le 9 juin, lors de la présentation des priorités, les régions rejettent le plan d'action en bloc. Donc, le 18 juin, considérant l'impossibilité de l'exécutif du CPA de continuer à travailler à cause d'un carcan que la Constitution, l'Assemblée générale annuelle et le CA lui imposent, les membres de l'exécutif du CPA avisent tous les membres du CPA de leur démission collective, dont les 3 ont démissionné en même temps. En juin, lettre de M. Dick Carletti à ses membres d'IABO. Il ne veut pas dissoudre le board. Il demande à ses membres de ne pas intégrer le CPA en tant que membre individuel. Le Board 106 a formé un front commun avec Sherbrooke, Trois-Rivières et Québec et qu'il va demander aux régions d'intégrer la nouvelle organisation qui s'appelait le AABPQ, l'Association des arbitres de basketball de la province de Québec, lors d'une réunion qui aura lieu prochainement. Le 18 juin, toujours pas mal en même temps que l'autre chose, il y a une réunion d'exécutif de la Fédé avec les membres démissionnaires. But, proposition d'une nouvelle structure. Nous expliquons notre point de vue et nos orientations.
Les membres affiliés seulement seront accrédités et non les régions. Ça, c'est nouveau, complètement nouveau. Nous, on voudrait que ce soit des membres qui soient affiliés et non les régions. Nous travaillerons avec des associations régionales de basket avec un représentant par région et elles seront consultatives. Donc, c'est complètement un changement. Avant, c'était l'Assemblée qui décidait de bien des choses. Là, maintenant, ça va être l'exécutif. La Fédé accepte notre proposition, mais devra être entérinée par le CA de la FBBQ. Le 5 juillet, le comité exécutif de la Fédé décidait officiellement de créer la commission provinciale d'arbitrage. Donc, plus de cellule provinciale, c'est une commission provinciale d'arbitrage avec 3 personnes. C'est les 3 membres démissionnaires responsables, chargés de recruter des membres dans toute la province. Les membres Biabo ne veulent toujours pas signer la demande d'accréditation. Ils forment un comité ad hoc et veulent discuter avec la Fédé afin qu'ils renversent leur décision et acceptent leur nouvelle association. La Fédé refuse. Il vous faudra aller négocier avec la commission. C'est ce qu'ils leur disent. Au mois d'août, personne n'essaie de me rejoindre. Réunion avec M. Paquette, qui était le président des cégeps, de la FASC, pour finaliser le contrat des cégeps. Il me demande de communiquer avec John Fréchette, président de la Mauricie et responsable du comité ad hoc, afin de se comprendre. Je réussis à communiquer avec John, mais il n'est pas prêt. Il y aura une réunion du comité ad hoc bientôt. Début septembre, Paul Deshaies, nouveau président du comité ad hoc, envoie une lettre aux régions afin qu'ils signent une pétition pour renverser la décision de la Fédé d'avoir reconnu la commission. Le 17 septembre 1979, M. Paquette organise une réunion avec Dick Carletti, Paul Deshaies et Gilles Brière. Orientation de la FASC, le comité ad hoc refuse encore et ne reconnaît pas la commission. 28 septembre, lors du CA de la FBBQ, les régions appuient la décision de l'exécutif de la Fédé de reconnaître la commission comme étant la nouvelle structure pour l'arbitrage au Québec. 1er octobre, Paul Deshaies écrit une très longue lettre à la Fédé qui déplore encore la décision de la Fédé d'avoir créé la commission. Un regroupement provincial représentatif ne peut exclure la grande majorité des officiels d'expérience. Or, le peu de succès qu'a connu auprès de ces derniers, le recrutement entrepris par la commission atteste du peu de popularité de la décision du CA de la Fédé. Demande une rencontre avec le CA de la FBBQ. 10 octobre, réunion avec la SUC, c'est les universités, même scénario. Il demande au comité ad hoc de rencontrer la commission. Le 13 octobre, Assemblée générale de Kébo à Toronto. Réunion de Gilles Brière et de John McDonough afin de trouver une solution. Bill Ritchie, président de Kébo, agit comme médiateur. Après 6 heures de pourparlers, c'est toujours l'impasse. Fin octobre, Gilles Brière invite Paul Deshaies, président du comité ad hoc, à trouver un terrain d'entente. Paul attend la réponse de la FBBQ qui n'a pas encore répondu à sa lettre. La saison a débuté, les cégeps, sans la présence des membres Biabo. Tout le monde veut une entente. Le problème existe déjà depuis 2 ans. 12 décembre, réponse très tardive de M. Jacques Cyr à Paul Deshaies. Voici un court résumé. Devant cette possibilité que nous offraient les démissionnaires de la cellule, l'exécutif a donc décidé d'oublier toute tentative qui ont été amorcées dans les dernières années pour structurer l'arbitrage à la Fédé et de recommencer à zéro avec des individus et non des associations régionales. Ici, la question qui posait à Paul, je pourrais vous demander comment se fait-il que la cellule qui avait décidé de se séparer de l'emprise de la Fédé lors de la réunion à Drummondville le 17 février ne nous a pas avisé de son intention. C'est un reproche qu'il faisait. Oui, la Fédé reconnaît aux arbitres le droit de déterminer eux-mêmes la structure de leur regroupement provincial en autant que cette structure sera reconnue et acceptée par les membres de la Fédé. La Fédé reconnaît qu'un regroupement provincial d'officiels peut être autonome dans sa régie et son développement de l'arbitrage en autant qu'il vive dans la région et au niveau provincial. La Fédé aurait aimé que tous les officiels du Québec se retrouvent sous le même chapeau pour contrôler le basket dans la province. Mais de vieux organismes en place ont décidé le contraire pour le moment. Nous vous encourageons, ainsi que vos membres, à vous rejoindre à la nouvelle commission pour que l'on puisse continuer à améliorer la discipline
qui nous tient à cœur, soit le basket au Québec. 13 décembre 1979, réunion à Maisonneuve avec les représentants du sport, des cégeps, entraîneurs, pour discuter de la situation de l'arbitrage. On me demande de trouver un terrain d'entente avec le comité ad hoc afin que la situation redevienne à la normale. Les officiels sont exténués d'arbitrer au cégep 2A, 3 et 2A, puis ce n'est pas toujours la compétence qui est sur le terrain au niveau de l'arbitrage, puis ça se ressent chez les équipes. Donc, on aimerait bien ça avoir une entente. Le 14 décembre, le lendemain, Paul m'envoie 12 points qui sont négociables. On a des discussions, on a des négociations. Le 16 décembre 1979, je présente le résultat de nos négociations. Les membres acceptent le principe et les objectifs. Le 17 décembre 1979, rencontre avec Paul au Saint-Hubert à Drummondville pour finaliser l'entente. Il nous restait quelques points à régler. Le chandail rayé qu'on portait, nous autres, la commission, sera changé pour le chandail gris. En revanche, tous les membres devront porter les cuissons de la commission. Il y a une entente aussi pour l'assignation. Enfin, un nouvel exécutif, tel que stipulé dans l'entente de principe, qui sera formé de Gilles Brière, président, Paul Deshaies et John McDonough, qui formera la commission. Enfin, la saga de l'arbitrage est enfin réglée. Tout fonctionne très bien avec la commission, mais après 5 ans, je me sens très fatigué. N'oublions pas qu'Internet n'existait pas à ce moment. Tout se faisait par courrier, assignation ou par téléphone. Je passais mes soirées, mes fins de semaine au téléphone ou faisais des courriers. C'était terrible. Donc, un des membres, Serge Pepin, président de Laval, nous propose que l'exécutif soit augmenté à 5 personnes. Ajout de Pierre Marion et de Serge Pepin. Chacun prend un dossier, soit universitaire, cégep, scolaire, tournoi, développement. Donc, mon rôle est beaucoup diminué, m'occuper des relations publiques, siéger au CA de la FEDE, puis renouveler et signer les contrats d'arbitrage. Je ferai un autre 5 ans dans cette structure. Pierre Marion devient le nouveau président et la commission change de nom et devient le comité provincial d'arbitrage. Donc, comme vous voyez, on a toujours gardé les mêmes 3 lettres CPA, mais ça a changé de nom pendant 3 fois pendant ce temps-là. C'était l'historique du début du conflit de la CPA. Merci. Merci, Gilles. Suite à cette période-là, ce qui a été mis en place par la suite, c'est le développement de la structure actuelle. Et juste pour rappeler à certains, Serge Pepin, qui a été par la suite, qui est devenu un gestionnaire très reconnu, qui a monté dans les hautes sphères de la gestion d'une compagnie comme L'Oréal. Serge avait apporté cette idée-là d'une structure qui allait permettre de partager les responsabilités de ce qu'on avait à faire au CPA. Et cette structure-là que Serge avait proposée est passablement encore la même structure qui est en place, qui a été cependant un petit peu élaborée. Donc, un président, un vice-président, un sport universitaire et collégial, un directeur au niveau du sport scolaire et au niveau de la FBVQ, parce que la FBVQ organisait beaucoup d'événements. On avait besoin de quelqu'un qui s'occupe de prendre la responsabilité de l'arbitrage au niveau des événements qui étaient organisés par la Fédération de basketball du Québec à l'époque. Et il y avait un secrétaire et il y avait un superviseur qui était assigné par la CPA. Donc, cette structure-là s'est implantée avec un objectif assez fondamental à l'époque, c'était de travailler à l'uniformité de l'arbitrage à l'échelle de la province. Donc, de développer un support aux régions pour les cliniques, pour les superviseurs. Et au début du support, ça a été des passionnés qui ont fait le tour de la province pendant des années pour donner clinique par-dessus clinique dans toutes les régions du Québec ou à peu près. Et par la suite, il y a eu évidemment l'étape suivante, c'est de dire, bien, au lieu que ce soit les mêmes personnes qui donnent les cliniques à tout le monde ou qui fassent la supervision de l'ensemble de la province, on va former des formateurs, on va former des superviseurs de façon à ce que chacune des régions identifiées devienne autonome puis à l'époque, c'était l'idée, devienne autonome dans ses cliniques, dans sa formation, dans son recrutement, dans sa supervision, jusqu'au niveau universitaire, au niveau collégial. Et au niveau collégial, on avait plus une emprise, je dirais, provinciale au niveau de la supervision clinique, mais pendant des années, c'était de cette façon-là que ça a fonctionné. Et c'était une gang de passionnés là, qui ont développé cette structure-là qui est en place. Et Paul va se souvenir des réunions qu'on avait chez Gilles Brière à l'époque, qui était à Lorraine, je me souviens bien. Évidemment, le basket, dans ce temps-là, c'était pas 12 mois par année. Là. Il y avait un break pendant l'été. Il y avait beaucoup moins d'activités qu'il y en a maintenant. Alors que maintenant, c'est
ça devrait, ça n'arrête pas, c'est 12 mois non-stop. Mais donc, ça se jouait l'hiver. Fait qu'on on rentrait chez Gilles vers 7 h le soir après le souper. Puis on en sortait vers 3 h, 3 h 30 du matin. Puis on s'apercevait que la tempête avait commencé. Paul s'en retournait à Sherbrooke. Moi, je m'en retournais à Trois-Rivières. On a fait ça pendant des années, mais c'était une belle période quand même. Donc, on a développé cette structure-là pendant ces années-là de façon à amener un support au niveau des régions, à lui permettre de développer l'expertise pour être capable de devenir autonome sur le plan régional jusqu'à un certain niveau. Et c'est de cette façon-là que ça s'est institué. Le temps file, je vais rapidement passer la parole à Gilles pour la relation avec le Québec et Kébo. Et ensuite, je vais vous parler de l'arrivée des règlements de FIBA et de la réglementation FIBA dans le basketball au Québec. La relation avec Kébo, ça allait très bien. On envoyait toujours le président, le superviseur, l'interprète. On n'a jamais eu de problème. On était plus ou moins considéré. Il y avait des grosses régions comme l'Ontario qui payaient, qui avait beaucoup de membres. Il y avait à peu près 1000 membres qui payaient des cotisations. Donc, lors des championnats nationaux, je pense qu'ils étaient très favorisés. Le Québec, avec John McDonough, Paul Déon, on a fallu se battre assez férocement là, pour qu'on ait le droit de nos nationaux, parce qu'on avait des très bons arbitres. Puis Pierre va vous en parler plus tard. Ceux qui faisaient les finales aux nationaux, c'était toujours des Québécois. La plupart du temps, quand l'équipe du Québec n'était pas à l'intérieur, c'était des arbitres du Québec qui ont fait les finales. L'autre point que je veux parler pendant que j'étais président, une chose que j'ai bien aimée, j'aimerais ça de voir tantôt peut-être les photos, c'est les activités sociales. Les activités sociales, on a fait beaucoup. On a eu des tournois de golf, on a eu des tournois de balle, on a eu des tournois de basket. On a eu des réunions à tout finir. Je pense, les photos tantôt que vous allez voir, là, vous allez voir les équipes de basket là, des régions. Chaque région avait son équipe. J'avais fait faire des chandails à toutes les régions. C'était toute une organisation, mais c'était un plaisir énorme. Peut-être c'est pour ça que j'ai divorcé 2 fois. Mais c'était un plaisir. On était, comme disait Pierre, on était des passionnés là-dedans. On voulait que ça fonctionne. Puis, les années 80 90, là, j'ai vécu 10 belles années en tant que président. Puis je pense que les gens qui vont se voir en photo, là, c'est des très, très beaux souvenirs, ça va leur rappeler. Un mot sur l'arrivée de FIBA. Donc, on le mentionnait au début, c'était très américain il y a des dizaines d'années. Et sans aller dans le détail, il y a eu l'avènement de FIBA qui s'est installé. Il y avait 200 pays qui jouent au basket sur la planète. Et il y avait 2 pays qui étaient encore très règlement NCAA, règlement américain. C'était les États-Unis et le Canada, évidemment. L'arrivée de FIBA a rencontré une certaine résistance. Une certaine résistance au niveau des officiels, une certaine résistance au niveau des coachs, une certaine résistance au niveau des ligues également, d'instaurer les règles de FIBA. Et une anecdote également, c'était l'arrivée du 30 secondes. Quand le 30 secondes est arrivé, un des enjeux majeurs, c'est que c'est impossible de mettre des 30 secondes avec ces règlements-là parce que les écoles n'avaient pas les moyens de s'acheter 2 cadrans de 30 secondes pour le mettre à chacun des bouts de terrain. C'était impensable, c'était inimaginable, c'était hors de question. Et c'était ce type d'argumentation-là là, qui était présenté pour mettre un fin au règlement FIBA. Mais les règlements FIBA sont installés, mais pas facilement. Ça a été très ardu. Et pendant des années, on a travaillé avec les officiels. Là, imaginez ça 2 secondes. Ils travaillaient avec les règlements NCAA, ils travaillaient avec les règlements FIBA. Et certaines ligues travaillaient aussi avec les règlements High School Federation américains. Fait que d'un match à l'autre, donc un samedi soir, tu pouvais travailler un match avec les règlements NCAA en totalité, sans aucune modification. Et le lendemain, tu travaillais un match FIBA, totalement FIBA, sans aucune modification, ou encore un mariage des deux. Parce qu'il y a des ligues qui disaient, bien, cette partie-là d'NCAA, on veut la garder, cette partie-là de FIBA, on l'aime, fait qu'on va se faire un mix de tout ça, puis on va mettre ça ensemble. Alors, à ce moment-là, c'était extrêmement difficile et les examens étaient un cauchemar épouvantable parce que les règlements étaient toujours en contradiction un avec l'autre. Et vous donnez un exemple de ça, toute la question du goaltending ou du basket interference. Bon, au niveau NCAA, il y a tout le principe du cylindre, alors que FIBA, il n'y avait plus de principe de cylindre. Et ça, avant que ça soit compris par l'ensemble des joueurs, ça a pris des années. Et quand le ballon est mort, puis que tu as le temps de penser quelle est la réglementation appliquée, puis c'est quoi l'interprétation, c'est une chose. Mais quand le ballon est vivant, puis que les décisions se prennent en une fraction de seconde,
c'était des exemples où ça devient extrêmement difficile, puis ça, évidemment, ça crée des problèmes. Mais de toute façon, ça s'est installé, ça s'est fait, et FIBA s'est installé, mais ça a pris plusieurs années avant qu'on ait uniquement les règlements FIBA. Il y a quand même pas si longtemps, là, je me souviens, c'est maintenant 5 ans que j'ai arrêté, mais les dernières années, quand des équipes américaines du mois d'août venaient jouer contre nos équipes universitaires québécoises, ils demandaient de jouer leur règlement, le règlement NCAA. Puis les coachs universitaires disaient, ben oui, on va faire ça pour vous autres. Puis ils venaient nous voir, ils vont dire, on voudrait bien, mais nos officiels qui arbitrent ces matchs-là, là, ils ne connaissent pas les règlements NCAA. Ils n'ont jamais arbitré ces règlements-là. Ils ne sont pas venus au monde avec ça. Ils n'existaient pas quand ils ont commencé à arbitrer. C'était FIBA all the way. Et quand même, vous voudriez qu'on applique NCAA. On ne peut pas. Ils ne connaissent pas ça. Alors, c'est pour montrer l'évolution que ça a pu faire au cours des années, cette question-là. D'autre part, puis on va vous laisser le temps pour les questions, c'est l'arrivée du système à 3 officiels. On pourrait passer un heure juste à parler de ça, comment ça a été introduit, comment ça a été installé, une résistance incroyable par rapport au système à 3 officiels aussi. De la part des ligues, question de tarification, question de budget et question de bien d'autres opinions aussi, mais ça aussi, ça s'est installé de façon progressive. L'université, maintenant, la question ne se pose plus. Évidemment, le système à 3 officiels est là pour rester. Un mot sur notre présence au niveau des championnats nationaux de la scène. On a eu au cours des années plusieurs qui ont obtenu leur 4 FIBA, donc leur licence FIBA. Et John McDonough. Et en parlant de John McDonough, c'est le premier qui est en haut de la liste. Mike, si tu veux rajouter, je sais que Mike Comzé est en ligne. Mike, si tu veux rajouter quelque chose par rapport à la situation, tu me le feras savoir. Tous au cours de cette semaine, John Elias, c'est une personne qui a été extrêmement impliquée dans le basketball. Et présentement, John McDonough ne va pas très bien. John a un cancer, des problèmes cardiovasculaires également. Donc, les périodes qu'il vit à l'heure actuelle sont extrêmement difficiles. John est rendu à plus de 90 ans. Et John McDonough a été pour moi une inspiration phénoménale à mes buts. C'est lui qui me donne la piqûre, comme je mentionnais tantôt. J'imagine que vous joignez tout le monde à moi, vous envoyez vos meilleures pensées de support à John et pour l'épreuve qu'il vit présentement. Donc, je reviens à ce que je disais tantôt. Donc, les 4 John McDonough a été un des premiers, évidemment. Puis c'est lui qui a le premier officiel qui a habité, québécois qui a habité aux Olympiques. John McDonough a habité aux Olympiques de 1976 à Montréal. Arias est un autre qui a eu certification pendant plusieurs années. JP Herbert, Gilles Brière également, Sébastien Gauthier, Jason Steele, Nancy Etier, Paul Dehaye. Et un qu'on oublie des fois, mais qui est quand même très présent, parce que Dick Steve a eu sa 4 FIBA. Steve officiel qui a été un des meilleurs officiels au Canada et un officiel extrêmement bien au niveau international. D'ailleurs, c'est lui qui a fait le match à médaille d'or aux Olympiques lors de la première présence du Dream Team à ce moment-là. Et c'était quelqu'un qui a vécu au Québec pendant une dizaine d'années et qui a travaillé énormément avec nous autres. Il faisait partie à ce moment-là de l'association de Trois-Rivières. Dick Steve enseignait au Three River High School et par la suite, il a déménagé. Il a travaillé au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est extrêmement bien. Mike Holmesy, au niveau du fauteuil, John McDonough, tous des noms très bien venus au niveau international aussi. Intéressant, évidemment. J'imagine que les assignations qui étaient faites pour celles de cette année qui ont été, les Olympiques de cette année qui ont été cancellées vont être reconduites, évidemment, pour qu'elle ait la chance de participer à ces Jeux-là. Ce n'est que partie remise, on espère. Pardon. Donc, tous ces gens-là nous ont extrêmement bien représentés. Et c'est une structure qui nous a permis de développer l'arbitrage. Et au niveau des championnats nationaux, le Québec fait bonne figure à tous les championnats où on envoie des officiels et c'est reconnu de la part de nos confrères des autres provinces. Même notre système, notre structure qui a été mise en place
a été reconnu par plusieurs autres provinces et plusieurs s'en sont inspirés pour développer l'arbitrage dans leur province. Alors, c'est un peu là-dessus que je vais compléter. Gilles, à moins que tu aies d'autres choses à ajouter, puis on aimerait que vous soyez très à l'aise, poser des questions ou même apporter des commentaires à ce qui a déjà été présenté pour vous donner vraiment une vue à vol d'oiseau de ce que c'était la progression du développement de l'arbitrage au Québec. J'aurais juste peut-être, Alex, je ne sais pas si tu ne peux pas montrer les photos. Je t'ai envoyé d'autres photos de toutes les équipes de basket par région. Ce serait le fun si les gens se voyaient sur les images. Les images sont belles, ceux-là, mais il y en a d'autres que je t'ai envoyées de toutes les équipes des régions. Ça s'en vient. Ça s'en vient, oui, OK. c'est ça. Sinon, il y a le PowerPoint. OK, pas de problème. L'autre chose que j'aimerais aussi, à cause du CPA, comme vous savez, j'ai été aux Paralympiques avec le basket fauteuil. Ce que j'ai aimé de la structure aussi qu'on avait, j'ai été rechercher des arbitres de basket parce que c'était facile de leur montrer juste le spécifique du fauteuil. C'est à ce moment-là, puis des arbitres, je regarde juste, tu sais, Sébastien, il va aller à Tokyo, j'espère qu'ils vont avoir lieu des Jeux. Moi aussi, je vais encore à Tokyo cette année, pas pour le basket, pour le rugby, parce que j'ai une licence aussi en rugby fauteuil. Donc, il y a beaucoup d'officiels qui appartenaient au comité provincial ou à la commission provinciale, qui se sont impliqués au niveau du basket fauteuil, des Guylain Lapointe, des Alex Lapointe, des Mario de Gottestri, je ne me souviens plus de son nom de famille, Chi à Québec, il y a bien du monde qui sont impliqués là-dedans. Puis je les remercie parce que ça a aidé beaucoup. Vous ne pouvez pas savoir comment ça a aidé les compétitions de basket en fauteuil avec les arbitres qu'on avait. Je vous remercie là-dessus. Ça, vous voyez certaines photos, vous allez voir, là, c'est formidable de voir les arbitres qui sont là de Trois-Rivières, de l'Estrie. Puis comme vous voyez une photo, on donnait des trophées à l'officiel de l'année de chaque région. C'était formidable, ça aussi. Il y avait de la reconnaissance pour le travail des gens. Je pense que c'était bien. Je pense que le social existe de moins en moins. Dans mon temps, on se rencontrait souvent au restaurant prendre une bière après puis manger. Maintenant, on le voit de moins en moins. Quoique depuis 2-3 ans, ça recommence tranquillement. J'espère que ça va continuer parce que l'esprit de famille, je pense qu'il est très important de se tenir ensemble, et, puis pas de se critiquer, là, mais de reconnaître nos points forts, nos points faibles, puis de s'améliorer. Je pense que c'est très important. Il y a une question qui a été posée. Oui, c'est ça, je m'en allais dire. OK. Premièrement, chapeau, là, on a eu plusieurs commentaires qu'effectivement, il y a eu de la gestion qui a été difficile, là, Gilles, quand que tu expliquais l'historique du CPA. Là, on a eu beaucoup de bons commentaires par rapport à ça. La question qui a été posée, c'est dans les années 70-80, est-ce qu'il y avait des femmes comme officielles? Oui, il y avait des femmes comme officielles dans ces années-là. Comme l'ensemble de la société, c'était un défi pour eux autres. Je me souviens des noms qui me viennent de l'idée. Sylvie Roger, par exemple, qui était officielle, qui a travaillé pendant des années sur les terrains. Mais cette question-là m'amène à vous parler de la situation actuelle au niveau de la présence des femmes au niveau de l'arbitrage. Il y a, à l'heure actuelle, il y a une opportunité incroyable pour les femmes qui veulent progresser dans le domaine de l'arbitrage du basketball. Il y a une très forte intention de faire progresser les femmes dans une espèce de fast track pour amener plus de femmes au niveau national, au niveau international. À l'heure actuelle, ça se fait, par exemple, au championnat universitaire féminin. Il y a un nombre minimum de femmes qui est requis sur le crew qui doit se présenter là. Au niveau international, il y a des opportunités incroyables au niveau des 4 FIBA. FIBA va avoir des femmes, va avoir beaucoup plus de femmes puisqu'on a à l'heure actuelle. Puis ils veulent viser à une répartition beaucoup plus équilibrée que ce qu'on voit à l'heure actuelle. Donc, les femmes qui sont intéressées à faire de l'arbitrage, à progresser, à apprendre, puis qui décident de s'investir, ils vont avoir des opportunités incroyables de développement au cours des prochaines années et au cours même avant les prochaines années, les prochains mois et les prochaines années. Est-ce que vous avez des questions? Les gens sont subjugués par les photos, Gilles. C'est des très belles photos. On veut savoir, la moustache est partie en quelle année, là? À partir de mes 40 ans. Non, il y a des très belles photos, surtout la feuille de groupe. Là, quand
John McDonough a reçu le Ted Hurley ou le Wink Willock, je ne sais pas. C'est la photo de pas. Il en manque du monde dans celle-là. Il y a une photo plus bas que c'est tout le monde qu'on voit. Là. Ben, celle-là, oui, celle-là, photo. Là, tu vois Anthony Métracos, tu mets Ray Mischuk, Pierre-Marion avec des cheveux, McDonough qui est en arrière, Paul. Tu vois toute la gang qui est là, Pepin, Kuziak, Harry puis John Elias, t'as des gros boss, là. Tony Payne, toute la gang qui était là. Ça, c'est formidable, cette photo-là. Ça se tenait, ça, en face de Concordia, comment ça s'appelle, Loyola. La bâtisse de Loyola, on avait eu un party là, on avait fêté Big John, qui avait reçu un honneur, puis on avait fêté Big John. Peut-être sa retraite qu'on avait fêté, je ne me souviens pas exactement, là, mais ça a été très agréable, très agréable. Gilles, Il ne Pierre. faudrait pas oublier aussi, il ne faudrait pas oublier les présidents qu'on a eus aussi. Là, je parlais de Pierre tantôt comme nouveau président, mais après, il y a eu Denise Marion, il y a eu Jacques Desrochers, il y a eu Michel Savard, il y a eu Yann qui est là en ce moment. Qui a eu avant ça, avant Michel Savard? Anthony Métracos. Anthony est président aussi, oui. Éric Brouillard. Éric Brouillard. Ça, c'est tous des gens qui ont donné du temps, puis ça a été excellent Ça a aidé beaucoup l'arbitrage au Québec. On est un pays, on est une province qui était très, 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 très choyée au niveau de l'arbitrage, au niveau des compétences des arbitres. Au niveau de la game, Gilles Pierre, on a eu des questions là, dans le chat de savoir comment elle avait évolué. Exemple, la question de Max, est-ce que la physicalité, est-ce que la game était plus physique avant? Vous avez vu évoluer la game un petit peu, la ligne de 3 points, et ainsi de suite. Comment ça a évolué, puis comment ça a été aussi? Moi, je me souviens quand c'est arrivé à 3 hommes, j'ai détesté ça. Moi. Parce que je ne me trouvais plus dans l'action. À 2, tu es toujours dans l'action. Probablement, le jeu vient toujours vers toi. Quand tu étais meneur comme officiel, tu aimais ça, tu avais toujours de l'action vers toi. Quand tu étais soutien, c'était pas mal tranquille. La job, c'était vraiment le meneur dans ce temps-là qui faisait la job, qui recevait tout là, à ce moment-là. Quand c'est arrivé à 3, j'ai trouvé qu'on s'ennuyait un petit peu. Ça, j'ai trouvé ça difficile. Mais par contre, jamais, je me suis après une couple d'années, j'aurais pu arbitrer des matchs de Concordia ou de McGill ou de Laval à 2, ça aurait été impossible. On en aurait manqué plein de trop d'appels. Fait que je trouve que l'arrivée de 3 arbitres, là, ça a pris du temps. Je me souviens, moi, qu'en fauteuil, en basket fauteuil, on a commencé à 3 en 1998 que j'avais proposé ça à la Fédération du basket fauteuil, puis ils avaient accepté de commencer l'arbitrage à 3. Puis le basket debout, ça a commencé très longtemps à cause des coups. Là. Vous voyez le beau jeune homme qui court comme ça, vous le reconnaissez? Ça n'a pas l'air. Lui, c'était pas reconnu, en tout cas. Une autre question. Mais par rapport à cette question-là, peut-être, je pense que ça a toujours été plus ou moins physique, là, dépendamment des périodes, dépendamment des équipes. Mais je pense que les 2 règlements qui ont changé le plus la game, comme on dit en bon français, le premier, c'était la question du 30 secondes, du 24 par la suite, puis initialement, c'était 30 secondes FIBA. Ça a évidemment changé. Ça a obligé les équipes à attaquer, à jouer beaucoup plus offensif. Et l'autre changement qui a vraiment, vraiment changé énormément la game de basket, c'est la ligne de 3 points. La ligne de 3 points a modifié complètement. Avant, les stratégies, c'était uniquement se rapprocher le plus possible du panier pour augmenter son pourcentage de réussite. Maintenant, le basket, le 3 points joue un rôle majeur. D'ailleurs, il y a 2 ans, j'avais amené un de mes vieux amis qui avait été dans le basket pendant longtemps, mais qui ça fait au moins 20 ans qui était débarqué de ça, puis qui est revenu voir les éliminatoires universitaires au Québec. Et ce qui l'a frappé d'entrée de jeu, c'était, mais mon Dieu, que ça a changé au niveau du 3 points. On éloigne le ballon du panier pour être capable de prendre des tirs de 3 points, puis on connaît notre pourcentage, puis on sait que ça va être profitable au bout de la ligne, contrairement à ce que c'était avant, où on rapprochait le ballon du panier le plus possible pour augmenter son pourcentage. Ces 2 règlements-là, d'après moi, ont été des changements majeurs qui ont radicalement changé l'approche du basket, soit le 30 secondes, donc le chronomètre pour prendre un tir au panier, et la ligne de 3 points. Effectivement, on voit des changements dans les vidéos. D'ailleurs, Yann, on les voit bien. Là. On voit, exemple, qu'au lancer franc, il y avait plus de joueurs au rebond, ainsi de suite. Fait que, veut dire, la game, elle a évolué. On avait une autre question dans le chat. En quelle année que le défenseur a eu le droit de bouger pour garder sa position et avoir un charge?
Ben, pour moi, ça a toujours existé. Le règlement n'a pas beaucoup changé là-dessus. C'était plus une question d'interprétation. Puis à un moment donné, il y a des. On n'avait pas à ce moment-là les outils qu'on a pour être capable de former nos officiels comme on a maintenant. Dans ce temps-là, si tu voulais prendre une vidéo d'un match, il fallait que tu traînes à peu près 250 livres de matériel, puis avec du câble pour courir à peu près 3 km, c'était impensable. Maintenant, les outils qu'on a sont tout simplement phénoménales. Mais à ce moment-là, c'était juste du bouche à oreille, les formations. Et il y a des pensées à un moment donné qui s'installaient dans le milieu et qui s'ancraient comme si tu es 2 pieds au sol, puis tu es dans le ciment, puis il vient de frapper, ça va être un char. À part de ça va être un bloc absolument. Et ça a énormément évolué. Le règlement lui-même, au niveau block chart, n'a pas beaucoup changé au cours des années. C'est plus son interprétation qui s'est améliorée et qui a fait en sorte que les gens ont compris c'était quoi exactement le sens de cette L'autre fait aussi, Pierre, c'est que on donnait toujours la faute à la défensive. On n'arbitrait pas l'offensive. Les charges, il n'y en avait pas beaucoup, moi, quand j'arbitrais au début. Mais quand ça commençait, on trouvait que c'était le fun. Là, on arbitrait au complet, le jeu au complet, comme disait Paul, du début jusqu'à la fin. Là, on a appris beaucoup les déplacements, les moving screens, ces choses-là. C'est avec des vidéos et avec des cliniques qu'on a appris comment arbitrer ce genre de positionnement-là. Une chose qui a changé énormément aussi dans le jeu, c'est le développement des aptitudes en défensive. Et ça, je pense qu'avec l'évolution des règlements, comme il était mentionné, là, le block charge, où à un moment donné, on a réalisé que le joueur en défense pouvait se déplacer pour jouer en défense. Ça a changé beaucoup. Puis ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la capacité de jouer en défense. Les gens sont beaucoup plus mobiles, beaucoup plus athlétiques, et ça force les attaques à bouger le ballon beaucoup plus rapidement. Donc, le jeu est beaucoup moins statique qu'il était là, il y a peut-être, je ne sais pas moi, 25 ans, 20 ans. C'est beaucoup plus rapide. Les joueurs sont aussi, en attaque, sont plus versatiles. Il y a eu une époque où il y avait un joueur de centre, un pivot, il y avait 2 ailiers puis 2 gardes. Pardon. Et c'était relativement statique, le jeu. Il y avait un peu de passe-coupe. Et c'était beaucoup moins. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'improvisation parce que les joueurs sont beaucoup plus versatiles, encore une fois, en attaque, mais aussi capacité de jouer en défense qui est extraordinairement développée par rapport à l'époque où nous, on jouait, où on a commencé à arbitrer. C'est le jour et la nuit. Et je vais le temps passer. Moi, ma conclusion de toute l'histoire du développement de l'arbitrage au Québec, je le résumerai à la chose suivante. 5 minutes, OK. Je le résumerai à la chose suivante, c'est que pendant 40-50 ans, jusqu'à aujourd'hui, à toute fin pratique, là, où ça commence à changer maintenant pour les bonnes raisons, mais l'encadrement, le recrutement, l'encadrement, le développement, amener certains de nos officiels au niveau élite, tout l'encadrement et toute la qualité de l'arbitrage a été fait par les arbitres eux-mêmes, par les arbitres qui se sont formés, qui se sont financés à tous les points de vue. Et ça, c'est une particularité au basketball. Tout l'arbitrage a été pris en charge par les arbitres eux-mêmes, sans vraiment trop de support à l'extérieur des organisations d'arbitrage elles-mêmes. À tort ou à raison, je ne vais pas porter de jugement là-dessus. Maintenant, ça commence à changer avec la mise en place de certaines structures au niveau national et au niveau provincial. Mais évidemment, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour arriver à quelque chose qui va être hyper efficace. Mais c'est quelque chose qu'on peut. On s'est formé, on s'est développé, puis on a budgété nous autres mêmes à l'aide de l'argent des officiels, tout ce qu'il a fallu faire pour être capable d'arriver à la qualité d'arbitrage qu'on a aujourd'hui. Gilles, je te laisse le mot de la fin. Moi, ce que j'espère, c'est de vivre encore longtemps. Va voir des matchs de basket, m'amuser de voir des jeunes arbitres. On a beaucoup de bons arbitres au Québec. En tout cas, nous autres, ça nous prenait du temps à être développés. Maintenant, les jeunes sont tellement supervisés, évalués. Les jeunes femmes qu'on voit, moi, je pousse sur les femmes. Je veux qu'il y ait plus de femmes au niveau du CPA, plus de jeunes aussi, plus de cartes FIBA, malgré qu'ils vont essayer, je pense, de réduire le nombre de cartes FIBA au Canada. J'espère que, en tout cas, le Québec, il y en a plusieurs.
Je pense qu'on est bien, bien représenté au niveau canadien, au niveau international, au niveau de l'arbitrage. Moi, je remercie tous les présidents qui ont donné du temps, tous les arbitres qui se sont impliqués au niveau du développement de l'arbitrage au Québec. Je les remercie. Je pense qu'on a fait notre bébé un petit peu plus que 40 ans. C'est un beau bébé. Il est rendu à l'âge adulte. Il est dans la force de l'âge. 40 ans, on a toujours dit que c'était à la force de l'âge. Mais on a un beau bébé. On est dans la force de l'âge. Pour ça, je suis très, très, très fier de ce qu'on a accompli avec. Je n'aimerais pas tout le monde qui a travaillé là-dedans, mais je pense qu'on a fait une crise de bel job. Bon, merci beaucoup, messieurs Gilles et Pierre. Ce fut fort instructif. J'espère que tout le monde en a appris. Je vois défiler rapidement les messages qui disent merci, 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 puis bravo pour l'implication dans le passé. Et en effet, on peut juste remercier les personnes qui sont passées avant nous autres, jusqu'à notre génération qui est là en place aujourd'hui. Merci parce qu'en effet, ça a été ardu. On a pu voir que ça n'a pas toujours été facile. 1979 a ressemblé beaucoup à 2020 pour nous. Fait qu'on va espérer que, comme ça s'est réglé pour vous dans le temps, qu'on puisse nous arriver à trouver des moyens d'entente avec les instances qui sont en place présentement. Fait que, au nom du CPA et de tous les officiels, je vous en remercie grandement. Je suis certain que si on mettra pas les micros à on parce que si tout le monde veut se mettre à applaudir, ça va devenir cacophonique. Mais je suis sûr et certain si tout le monde peut activer leur caméra pour terminer et qu'on puisse prendre une espèce de capture d'écran de tout le monde. Je sais qu'on peut pas nécessairement avoir peut-être tout le monde à l'écran. Mais bon, on peut essayer quand même d'avoir la grande majorité d'entre vous. Puis on va essayer de peut-être prendre des captures d'écran. Moi, j'ai comme 3 écrans présentement de personnes. Fait que je sais pas, Alex, si tu es en mesure de faire une capture d'écran pour avoir une vue d'ensemble de tout le monde, ça serait bien. Yes, on va essayer ça. Good. Puis, ça serait bien qu'en finissant, que tout le monde on fasse une bonne main d'applaudissement pour nos 2 présentateurs. Je pense qu'ils le méritent grandement. Et aussi pour tous ceux qui ont suivi, parce qu'il y en a d'autres qui ont suivi après, qui ont tenu le flambeau jusqu'à aujourd'hui. Fait que merci, messieurs, de tout cœur. C'est très apprécié.